La série Columbo nous a offert l'un des détectives les plus inoubliables de toute l'histoire de la télévision. Pendant 35 ans, de 1968 à 2003, ce modeste lieutenant au manteau froissé a conquis des millions de spectateurs à travers le monde entier. Mais ce qui s'est passé dans la vie des acteurs, après l'arrêt des caméras, s'est révélé tout aussi saisissant que n'importe quel épisode de la série. Le saviez-vous? L'un des plus grands méchants de Columbo a péri dans un incendie l'année même où il tournait sa dernière apparition dans la série. Le saviez-vous? Un autre guest star, lui aussi dans le rôle d'un assassin, est devenu des années plus tard le personnage central de l'un des scandales les plus retentissants de l'histoire d'Hollywood. Le saviez-vous? L'actrice récompensée par un Emmy Award pour son rôle dans cette série a révélé publiquement, bien des années après, qu'elle souffrait de troubles bipolaires, et cette histoire a ému le monde entier. Aujourd'hui, nous nous souvenons du casting légendaire de Columbo, et nous découvrons où ils en sont en 2026. C'est parti. Au numéro 1, nous avons Jack Cassidy dans les rôles de 3 assassins différents, Ken Franklin, Riley Greenleaf et Carl Vonner. Jack Cassidy est né le 5 mars 1927 à New York. Lorsqu'il apparaît pour la première fois dans Columbo en 1971, dans le premier épisode de la saison, Meurtre en musique, il a 44 ans. Et dès cette première apparition, il devient l'un des méchants les plus marquants de toute la série. Cassidy possédait un talent rare. Il savait incarner des canailles séduisantes, avec un éclat véritablement théâtral. Ses personnages étaient toujours arrogants, imbus d'eux-mêmes et absolument convaincus de leur impunité. C'est précisément ce type de profil qui fonctionnait à merveille dans le format Columbo, où le téléspectateur connaissait l'identité du meurtrier dès les premières minutes. Et c'est pourquoi Cassidy revenait encore et encore. En 1974, il campe le vilain de l'épisode « Publier ou mourir » et en 1976 dans « Maintenant vous le voyez ». 3 personnages différents, un style inimitable. Les producteurs et Peter Falk lui-même l'adulaient. Avant Columbo, Cassidy était une star de Broadway. Sa voix, sa présence et son charisme lui avaient valu des nominations au Tony Award et une victoire. Pour la comédie musicale She Loves Me. À la télévision, il enchaînait les apparitions dans des dizaines de séries. I Spy, Hawaii Police d'État, Le fantôme d'Hollywood. Au cinéma, il donna la réplique à Clint Eastwood dans Les deux salopards, 1975, et interpréta John Barrymore dans W.C. Fields and Me, 1976. Sa vie personnelle était entièrement pénétrée par le spectacle. De 1948 à 1956, il fut marié à l'actrice Evelyn Ward. Leur fils David Cassidy allait devenir une icône de la culture pop des années 70 grâce à la série The Partridge Family. En 1956, Jack épousa l'actrice et chanteuse Shirley Jones. Ensemble, ils élevèrent 3 fils, Sean, Patrick et Ryan, qui embrassèrent et tous une carrière artistique. Mais derrière la façade brillante se cachait une face sombre. Dans ces dernières années, Cassidy souffrait de plus en plus d'alcoolisme. Son fils David écrira plus tard que son père, en fin de vie, était devenu méconnaissable. Dans la nuit du 11 au 12 décembre 1976, l'année même de sa 3e apparition dans Columbo, Jack Cassidy rentra chez lui très tard. Il s'allongea sur le canapé avec une cigarette à la main et s'endormit. La cigarette tomba. L'appartement s'embrasa. Ses restes carbonisés furent retrouvés près de la porte. Il avait vraisemblablement tenté de s'échapper sans y parvenir. On ne put l'identifier que grâce à une bague, une chevalière familiale aux armes des Cassidy, qu'il avait lui-même fait fabriquer pour lui et ses 4 fils. Il avait 49 ans. En 2005, une étoile lui a été décernée à titre posthume sur le Hollywood Walk of Fame. Jack Cassidy est parti beaucoup trop tôt, mais ses 3 rôles dans Columbo ont immortalisé son nom pour toujours. Au numéro 2, nous avons Robert Culp dans les rôles de Carl Brimmer, Paul Hanlon et du Dr Bart Keppel. Robert Culp est né le 16 août 1930 à Oakland, en Californie, lorsqu'il apparaît pour la première fois dans Columbo, dans l'épisode « Rançon pour un homme mort », en 1971, il a 41 ans. Culp est le seul acteur à avoir interprété 3 méchants différents dans 3 épisodes distincts, et chaque fois avec une maîtrise totale. Avant Columbo, Culp s'était rendu célèbre grâce à la série d'espionnage I Spy, 1965 à 1968, où il donnait la réplique à Bill Cosby.
Cette série est entrée dans l'histoire de la télévision américaine comme la première à confier à un acteur noir un rôle d'égale importance à celui de son partenaire blanc. Une avancée réelle pour l'époque. Culp disait de ce projet que c'était le plus grand bonheur de sa vie, avant et après. Dans Columbo, Culp apportait une intelligence et un sang-froid particuliers. Ces personnages n'étaient jamais de simples criminels, c'étaient des êtres intelligents, calculateurs, persuadés de leur propre supériorité. L'épisode le plus marquant reste Double Exposition, 1973, où son personnage de psychologue utilisait des techniques de suggestion subliminale pour manipuler sa victime. Audacieux, sophistiqué, inoubliable. En dehors de Columbo, Culp tournait régulièrement au cinéma. Bob et Carol et Ted et Alice, 1969, Annie Colder, 1971, Icky et Bugs, 1972. Dans les années 80, il revint à la télévision dans le rôle de l'agent du FBI Bill Maxwell dans Super Dupont, un rôle qui lui attira une nouvelle génération de fans. Il joua plus tard le beau-père du personnage principal dans la célèbre sitcom Tout le monde aime Raymond. Sa vie personnelle fut tout aussi mouvementée que sa carrière. Culp se maria 5 fois. De ces différentes unions naquirent 4 enfants et 5 petits-enfants. L'un de ses fils, Joseph Culp, devint acteur. Son petit-fils est un rappeur reconnu qui se produit sous le pseudonyme Bones. Le 24 mars 2010, Robert Culp sortit se promener dans son quartier de Los Angeles. Près du parc Runyon Canyon, il trébucha et heurta le sol de la tête. Des passants appelèrent les secours, mais il n'y avait plus rien à faire. Il avait 79 ans. La cause du décès fut un traumatisme crânien consécutif à la chute. Il avait vécu le temps de terminer le tournage de son dernier film, The Assignment, sorti à titre posthume. Robert Culp a mené une vie intense, difficile et brillante. Et ses 3 rôles de méchants dans Columbo sont toujours considérés comme les meilleures apparitions de guest star de toute l'histoire de la série. Au numéro 3, nous avons Patrick McGoohan, le seul acteur à avoir joué le rôle d'un assassin dans 4 épisodes de Columbo. Patrick McGoohan est né le 19 mars 1928 à New York, de parents irlandais. Il grandit en Irlande et en Angleterre. Lorsqu'il apparaît pour la première fois dans Columbo, dans l'épisode « Aux premières lueurs de l'aube » en 1974, il a 46 ans et il est déjà une légende de la télévision britannique. Avant Columbo, McGoohan avait créé l'une des figures les plus cultes de l'histoire de la télévision, l'agent secret de la série Destination Danger, 1960 à 1968, connu en France et au Canada sous le titre Danger Man. Il avait ensuite produit, écrit et joué dans l'énigmatique et philosophique Le Prisonnier, 1967 à 68. L'ultime épisode du Prisonnier provoqua une telle stupéfaction parmi le public britannique que McGoohan dut quitter l'Angleterre pour des raisons de sécurité. Voilà à quel point son œuvre était prise au sérieux. Dans Columbo, McGoohan ne fut pas seulement acteur, mais aussi réalisateur. Non seulement il joua le rôle de l'assassin 4 fois, dans les épisodes de 1974, 1975, 1990 et 1998, mais il réalisa plusieurs épisodes et remporta 2 fois l'Emmy Award pour ses interprétations. C'est le record absolu de la série, que personne n'a jamais égalé. Peter Falk était convaincu que McGoohan était l'un des meilleurs acteurs avec lesquels il eût jamais travaillé, et il le rappelait inlassablement. Au cinéma, McGoohan reste inoubliable dans le rôle du cruel roi d'Angleterre, Édouard Ier, dans Braveheart, 1995, de Mel Gibson, un rôle joué avec une conviction glaçante, et l'une des raisons pour lesquelles le film remporta autant de récompenses. Il apparut également dans L'évadé d'Alcatraz, 1979, et Scanners, 1981. Dans sa vie personnelle, McGoohan faisait figure d'exception dans l'univers d'Hollywood. En 1951, il épousa l'actrice Joanne Drummond et demeura avec elle jusqu'à la fin de sa vie. Ils élevèrent ensemble 3 filles. Catholique fervent, McGoohan refusait par principe les rôles comportant des scènes érotiques et sélectionnait ses projets avec une exigence absolue. Le 13 janvier 2009, Patrick McGoohan s'éteignit à Los Angeles, à 80 ans. Ses filles Catherine et Anne continuent de vivre à Hollywood, et toutes deux ont, à un moment ou un autre, joué dans des épisodes de Columbo, réalisés par leur père.
Les records de Patrick McGoohan dans Columbo ne seront jamais battus. 4 rôles de méchants, 2 Emmy Awards, 6 épisodes réalisés. L'homme qui créa Le Prisonnier et qui devint indispensable à Columbo. Une histoire unique. Au numéro 4, nous avons Leonard Nimoy dans le rôle du docteur Barry Mayfield. Leonard Nimoy est né le 26 mars 1931 à Boston, dans une famille de juifs immigrés d'Ukraine. Lorsqu'il tourne dans Columbo, dans l'épisode Requiem pour une star, en 1972, il a 41 ans. À cette époque, il cherchait encore à sortir de l'ombre de Monsieur, Spock, personnage qui lui avait apporté une renommée mondiale, tout en lui tendant un piège. L'ironie du sort, dans Columbo, Nimoy incarne un chirurgien meurtrier qui tente d'éliminer un témoin sur la table d'opération elle-même, en lui laissant intentionnellement un fil non résorbable dans une suture cardiaque. C'est l'un des plans les plus diaboliques de toute la série, et Nimoy le joua avec une élégance si glaciale que les spectateurs restaient cloués devant leur écran. Avant et après Star Trek, la carrière de Nimoy fut semée d'embûches. Après l'arrêt de la série originale en 1969, il s'efforça longtemps de prouver qu'il était capable de bien plus que Spock. Il tourna dans Mission Impossible, enregistra des albums, monta sur les planches dans des productions théâtrales. Un violon sur le toit, Oliver, Aqueous. Puis vint le tournant. Nimoy fut la révélation de L'invasion des profanateurs, 1978, une transition brillante vers le grand cinéma. Il revint ensuite comme Spock dans la saga Star Trek et passa à la mise en scène Star Trek 3 et Star Trek 4, Retour sur Terre, 1986. Ce dernier devint le film le plus rentable de toute la franchise. Il réalisa également 3 hommes et un bébé, 1987, l'un des plus grands succès commerciaux de l'année. Dans les dernières années de sa vie, Nimoy retrouva le rôle de Spock dans le reboot de Star Trek, 2009, et dans Star Trek Dans les ténèbres, 2013. Le public l'accueillit sous les ovations. Il publia 2 volumes de mémoires, qu'il intitula d'abord I Am Not Spock, puis, dans une réévaluation profonde, I Am Spock. Nimoy fuma la majeure partie de sa vie. Il s'arrêta dans les années 90, mais il était trop tard. En 2014, on lui diagnostiqua une bronchopneumopathie chronique obstructive. Il passa ses derniers mois entouré de sa famille. Le 27 février 2015, Leonard Nimoy s'éteignit à Los Angeles à l'âge de 83 ans. Peu avant sa mort, il avait écrit sur les réseaux sociaux « La vie est comme un jardin. La plupart du temps, on récolte ce que l'on sème. Profitez-en. » Ce fut son dernier message public. Le docteur Mayfield a essayé de déjouer Columbo. Spock a essayé de déjouer la mort. Leonard Nimoy nous a laissé les deux, pour toujours. Au numéro 5, nous avons William Shatner, autre star de Star Trek, dans le rôle d'un méchant de Columbo. William Shatner est né le 22 mars 1931 à Montréal, au Canada. Lorsqu'il apparaît pour la première fois dans Columbo, dans l'épisode Fade into Murder, en 1976, il a 45 ans. Shatner incarne un acteur de télévision qui, dans la fiction, joue un détective télévisé. Un rôle méta qui lui permit de se moquer à loisir de sa propre image de capitaine Kirk. Sa deuxième apparition dans Columbo eut lieu en 1994, dans l'épisode Mariposa, où il joua un animateur de radio prétentieux et sans scrupules, arborant cette fois une moustache improbable qui fit l'objet de plaisanteries pendant des années. Shatner commenta plus tard avec autodérision. « C'était la pire moustache de l'histoire de la télévision, mais je la portais avec fierté. » En dehors de Columbo, la carrière de Shatner est une épopée à part entière. Il devint le capitaine Kirk dans le Star Trek en 1966, un rôle qui fut à la fois sa bénédiction et son fardeau. Pendant de longues années, il ne put s'extraire de l'ombre de Kirk. Mais dans les années 2000, tout changea. Les séries The Practice et Boston Legal lui valurent 2 Emmy Awards et un second souffle dans sa carrière. Son personnage de Danny Crane reste l'une des figures les plus inoubliables de la télévision américaine. En 2021, à 90 ans, Shatner s'envola dans l'espace à bord de la capsule Blue Origin, devenant la personne la plus âgée à avoir jamais été dans l'espace. Juste après l'atterrissage, les larmes aux yeux, il évoqua à quel point l'expérience avait été à la fois stupéfiante et bouleversante. Voir combien la frontière entre la vie et l'obscurité absolue de l'univers est mince.
Je pensais que je serais euphorique, dit-il. Au lieu de ça, j'étais en deuil. En 2026, William Shatner a 95 ans. Il est toujours actif. Il écrit des livres, enregistre des podcasts, participe à des conventions et accorde des interviews. Marié 4 fois. Sa 4e épouse, Elizabeth Anderson Martin, est décédée en 1999 dans des circonstances tragiques. On la retrouva au fond de la piscine de leur domicile. L'enquête conclut à une mort accidentelle. Le capitaine Kirk et le méchant de Columbo réunis en une seule personne. William Shatner continue de surprendre et à 95 ans, il a plus d'énergie que bien des trentenaires. Au numéro 6, nous avons Faye Dunaway dans le rôle de Lauren Staton. Faye Dunaway est née le 14 janvier 1941 à Bascom, en Floride. Lorsqu'elle tourne dans Columbo, dans l'épisode « C'est dans le jeu » en 1993, elle a 52 ans. Et cet épisode sera un tournant décisif dans sa carrière. L'histoire de la rencontre entre Dunaway et Columbo est surprenante en elle-même. Au début des années 90, sa carrière traversait l'une de ses périodes les plus difficiles. Une sitcom dans laquelle elle jouait avait été annulée après seulement 4 épisodes. Les critiques évoquaient le déclin d'une star. C'est alors que Peter Falk l'appela personnellement et écrivit un scénario qu'il décrivit lui-même comme quelque chose de différent, d'imprévisible, de plus complexe et de plus humain. Dunaway incarna une meurtrière, une mondaine envoûtante qui ne cherche pas seulement à déjouer Columbo, mais à le séduire. C'est le seul épisode de Columbo où le lieutenant tombe presque amoureux d'une suspecte. Falk écrivit et produisit lui-même l'épisode. Le résultat dépassa toutes les attentes. Dunaway obtint son premier et unique Emmy Award pour le meilleur rôle féminin invité dans une série dramatique. Ce fut son triomphe. Avant Sleep Town, Columbo, Dunaway était depuis longtemps une légende. Bonnie and Clyde, 1967, Chinatown, 1974, Network, 1976. Pour ce dernier film, elle remporta l'Oscar de la meilleure actrice. En 1981 sortit Mommy Dearest, un biopic sur Joan Crawford, qui se révéla un désastre au box-office et devint en même temps un film culte de la série B. Dunaway, chercha pendant des décennies à éloigner ce rôle d'elle, même si la blessure restait visiblement vive. En 2019, elle fut renvoyée d'un spectacle de Broadway en plein milieu des répétitions d'un seul en scène sur Katharine Hepburn. La cause, des conflits avec l'équipe. S'ensuivit une vague de révélations sur son caractère difficile, des histoires accumulées sur des décennies. Dunaway disparut un temps de la scène publique. Mais en 2024, le documentaire Faye changea tout. Dans ce film, Dunaway révélait publiquement pour la première fois qu'elle souffre de troubles bipolaires. Le documentaire reçut un accueil enthousiaste au Festival de Cannes et fut diffusé sur HBO. Les critiques de Kevin pendant des années, écrits sur son comportement insupportable, virent soudain une femme qui avait combattu toute sa vie, un ennemi invisible à l'intérieur d'elle-même. En 2026, Faye Dunaway a 85 ans. Elle continue de tourner. Ses projets à venir incluent notamment un thriller mystérieux intitulé Fate. Son histoire n'est pas une histoire de déclin. C'est l'histoire de quelqu'un qui est tombé et qui s'est relevé. Et son émi pour Columbo restera à jamais la preuve qu'elle était au sommet de son art. Au numéro 7, nous avons George Hamilton dans les rôles du docteur Mark Collier et de Wade Hoffman, 2 méchants différents dans 2 épisodes. George Hamilton est né le 12 août 1939 à Memphis, dans le Tennessee. Lorsqu'il apparaît pour la première fois dans Columbo, dans l'épisode « Un état d'esprit meurtrier » en 1975, il a 35 ans. Il était déjà célèbre, mais pas seulement pour son talent d'acteur. Hamilton était célèbre pour son bronzage. Ce n'est pas une plaisanterie. George Hamilton et son teint doré cuivré sont devenus un véritable phénomène culturel. Il en parlait lui-même sans fausse modestie. « Je suis le seul homme à avoir fait carrière grâce à un bronzage. » Mais derrière cette autodérision se cachait un vrai talent de comédien. Dans le Columbo de 1975, Hamilton joua un psychiatre qui utilise l'hypnose pour pousser un témoin au suicide. Manipulateur, élégant et parfaitement imperturbable. Le profil idéal pour Columbo. En 1991, il revint dans la série dans l'épisode « Attention, le meurtre peut nuire à votre santé ». Cette fois dans le rôle d'un animateur d'émissions télévisées sur le bien-être qui, bien entendu, se révèle lui aussi être un assassin. En dehors de J.C. Columbo,
Hamilton reste surtout gravé dans les mémoires pour son rôle comique de comte Dracula dans Dracula, mon amour, 1979. Ce fut le moment où Hollywood comprit enfin que Hamilton savait rire de lui-même et que c'était sa plus grande force. Dans les années 80, il était ami et rival de Burt Reynolds, habitué des fêtes les plus glamour de Hollywood, et eut une liaison avec Elizabeth Taylor, ce qui en dit déjà beaucoup. Sa vie personnelle fut tout aussi haute en couleurs. De 1972 à 1975, il fut marié à Alana Stewart, qui devint par la suite la mère d'un fils de Rod Stewart. Il a 2 fils, Ashley et George Jr. Ashley Hamilton a lui aussi suivi la voie artistique. À l'âge mûr, Hamilton sut transformer son image en entreprise. Gamme de produits solaires, marque de cigares, campagne publicitaire. Il fit de sa marque personnelle un véritable business, et très florissant. En 2026, George Hamilton a 86 ans. Il apparaît encore de temps à autre dans l'espace public, avec son bronzage immuable et son sourire immuable. Sa peau dorée semble ne pas vieillir avec les années, et c'est en soi une énigme digne de Columbo. Au numéro 8, nous avons Dick Van Dyke dans le rôle d'Eric Whaley. Dick Van Dyke est né le 13 décembre 1925 à West Plains, dans le Missouri. Lorsqu'il apparaît dans Columbo, dans l'épisode Lovely but Lethal en 1974, il a 48 ans. Et cet épisode fut l'un des plus déconcertants de la série, parce que Van Dyke était le symbole même de la comédie familiale américaine. Le voir dans le rôle d'un assassin, personne ne s'y attendait. C'était précisément le plan. Les producteurs de Columbo misèrent toujours sur le contraste. L'acteur le plus sympathique devait incarner le méchant le plus inattendu. Van Dyke s'en acquitta brillamment. Il joua le directeur d'une société de cosmétiques qui fait froidement disparaître un associé. Avant Columbo, Dick Van Dyke était depuis longtemps une légende. The Dick Van Dyke Show, 1961 à 1966, lui avait valu 5 Emmy Awards et l'avait consacré comme l'un des artistes les plus aimés de la télévision. Mary Poppins, 1964, est entré dans l'histoire du cinéma musical. Chitty Chitty Bang Bang, 1968, a enchanté des générations d'enfants. La liste est longue. Ce que beaucoup ignoraient sur Van Dyke, il lutta pendant de longues années contre une dépendance à l'alcool. Dans les années 70 et 80, ce problème était un secret de polichinelle dans le milieu artistique. Il l'admit lui-même dans des interviews, disant que l'alcool s'était installé dans sa vie insidieusement et n'avait reculé qu'après un combat sérieux. Il souffrit également pendant des années de symptômes neurologiques inexpliqués, jusqu'à ce qu'en 2013, on lui diagnostique une intoxication au trichloréthylène causée par des implants métalliques dentaires. Sa vie personnelle connut plusieurs étapes. De 1948 à 1984, il fut marié à Marjorie Willett, 36 ans ensemble. Après le divorce, il passa quelques années seul. En 2012, à 86 ans, il épousa la danseuse et comédienne Harlan Silver, alors âgée de 40 ans. Hollywood leva un sourcil. Mais ils sont toujours ensemble aujourd'hui. En 2026, Dick Van Dyke fête ses 100 ans. Un siècle de vie pour une vraie légende. Il sourit encore, danse encore en public, avec moins d'agilité que dans Mary Poppins, mais avec la même joie intacte. Sa positivité et son énergie sont devenus un phénomène culturel à part entière. Méchant dans Columbo, mais l'homme le plus bienveillant dans la vraie vie. Dick Van Dyke, c'est l'histoire vivante d'Hollywood. Au numéro 9, nous avons Ruth Gordon dans le rôle d'Edna Matthews. Ruth Gordon est née le 30 octobre 1896 à Quincy, dans le Massachusetts. Lorsqu'elle apparaît dans Columbo, dans l'épisode « Une mort en douceur » en 1975, elle a 78 ans. C'était en soi une sensation. Dans la télévision américaine des années 70, les femmes d'un certain âge obtenaient rarement des premiers rôles, et encore moins des rôles de meurtrières. Ruth Gordon démentit tous les préjugés tout au long de sa vie. Elle entama sa carrière de comédienne en 1915 et continua de tourner jusqu'à sa mort. En plusieurs décennies, elle avait tout vu, les ascensions, les chutes, les guerres, les bouleversements d'une époque. Dans Columbo, elle joua une femme âgée qui tue son voisin, un petit maître chanteur. Le rôle avait été écrit spécialement pour elle, et Gordon l'interpréta avec un humour si noir que l'épisode est encore aujourd'hui l'un des préférés des fans. Avant Columbo, Gordon était déjà lauréate d'un Oscar, en 1969,
elle avait reçu le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour Rosemary's Baby, 1968, à 71 ans, la preuve vivante qu'il n'est jamais trop tard. Après l'Oscar, sa carrière prit son envol et elle devint une figure culte du cinéma américain tardif. Harold et Maude, 1971, avec son rôle inoubliable de femme âgée, éprise d'un jeune homme, est un film culte pour plusieurs générations, très aimé du public français. Dans sa vie personnelle, Gordon était tout aussi singulière. Son compagnon de longue date, le scénariste Garson Kanin, avec lequel elle partagea 43 ans de vie commune, coécrivit plusieurs de ses meilleurs rôles. Elle parlait de l'amour, du travail et du vieillissement avec une franchise et un humour rare. Le 28 août 1985, Ruth Gordon s'éteignit d'un accident vasculaire cérébral à Edgartown, dans le Massachusetts, à 88 ans. Elle était encore pleine de projets. Si Columbo était une série sur le fait que les gens intelligents peuvent commettre des actes terribles, Ruth Gordon était la preuve que les grandes actrices n'ont pas d'âge. Au numéro 10, nous avons Johnny Cash dans le rôle d'Ernie Walters. Johnny Cash est né le 26 février 1932 à Kingsland, dans l'Arkansas. Lorsqu'il apparaît dans Columbo dans l'épisode Eternity en 1974, il a 42 ans. Cette apparition fut l'une des plus inattendues de toute la série. Une surprise totale, dans le meilleur sens du terme. Johnny Cash était un chanteur de country qui n'avait plus rien à prouver à personne. En 1974, il comptait déjà plusieurs générations de fans inconditionnels, des concerts mythiques donnés dans des prisons, le surnom légendaire de The Man in Black, l'homme en noir, et une carrière qui faisait déjà partie du patrimoine de la musique américaine. Pourquoi vouloir apparaître dans Columbo ? Parce que Cash souhaitait depuis longtemps explorer le cinéma et la télévision, et les producteurs de la série lui en offrirent l'occasion. Son personnage, un chanteur de campagne qui se révèle être un meurtrier, avait été écrit avec une référence évidente à Cash lui-même. Cela rendait le rôle encore plus fascinant. Le téléspectateur ne savait plus très bien où finissait le personnage et où commençait l'homme réel. Cash s'en tira de façon convaincante, avec calme, sans ostentation, avec la même gravité mélancolique qui habitait ses chansons. Sa vie fut une histoire de chute et de renaissance. La dépendance aux amphétamines et aux barbituriques dans les années 60 faillit le détruire. Une arrestation à El Paso pour trafic de médicaments. Un divorce douloureux. Des nuits d'hôtel peuplées de vide. Mais vint ensuite la rencontre avec June Carter, chanteuse issue d'une grande dynastie de la musique country américaine, qui lui sauva littéralement la vie. Ils se marièrent en 1968 et June resta à ses côtés jusqu'au bout. Dans les années 90, Cash vécut une seconde naissance. Le producteur Rick Rubin lui proposa d'enregistrer une série d'albums intitulée American Recordings, dans un style radicalement différent. Minimalisme, guitare acoustique, honnêteté tranchante. Ces albums retournèrent complètement sa réputation et en firent une icône pour des générations de jeunes auditeurs qui n'avaient pas grandi avec le country traditionnel. La reprise de Hurt du groupe Nine Inch Nails, parue en 2002, est l'une des vidéos les plus bouleversantes de toute l'histoire de la musique. Le 12 mai 2003, June Carter Cash s'éteignit. Johnny ne lui survécut que 4 mois. Le 12 septembre 2003, il mourut des complications de son diabète, à Nashville. Il avait 71 ans. Méchant au cœur d'or, c'est ainsi que Johnny Cash apparut dans Columbo. Et c'est ainsi qu'il vécut. Au numéro 11, nous avons Louis Jourdan dans le rôle de Paul Gérard. Louis Jourdan est né le 19 juin 1921 à Marseille. Lorsqu'il apparaît dans Columbo, dans l'épisode La Romanza, en 1973, il a 52 ans. Un aristocrate français raffiné dans le rôle d'un assassin de sang-froid. Ça semblait parfait, et ça l'était. Jourdan était l'un des acteurs les plus élégants de sa génération. Sa carrière hollywoodienne avait débuté dès les années 40. Lettre d'une inconnue, 1948, 3 pièces de monnaie dans la fontaine, 1954, Gigi, 1958. Pour ce dernier, il reçut le Golden Globe. Pour le public américain, il incarnait tout ce que la France évoquait. Le raffinement, le romantisme, une légère mystérieuse. Pour un public français, cette entrée en scène était particulière. Enfin, l'un des leurs dans Columbo. Et pas n'importe qui, l'un des acteurs les plus charmants que l'Hexagone ait jamais exporté vers Hollywood. Dans Columbo, il joua un chef d'orchestre qui commet un meurtre par jalousie amoureuse dans un triangle amoureux.
L'épisode avait une tonalité particulièrement lyrique, et Jourdan conféra à son personnage une profondeur psychologique telle que certains critiques le jugèrent meilleur méchant de toute la série. Dans les années suivantes, Jourdan resta actif. Il joua le méchant Kamal Kanan dans le film de James Bond, Octopussy, 1983, et le comte Dracula dans un téléfilm de 1977. Sa vie personnelle fut relativement sereine. Il épousa Berthe Fredge en 1947 et demeura avec elle jusqu'à la fin, une fidélité rare pour Hollywood. Le 14 février 2015, Louis Jourdan s'éteignit à Beverly Hills à l'âge de 93 ans. Tout au long de sa longue vie, il resta le synonyme du charme à la française, et dans Columbo, il en révéla le côté le plus dangereux. Au numéro 12, nous avons Eddie Albert dans le rôle de Horace McCoy. Eddie Albert est né le 22 avril 1906 à Rock Island, dans l'Illinois. Lorsqu'il tourne dans Columbo, dans l'épisode Dead Weight en 1971, il a 65 ans. Mais qui aurait pu imaginer que le brave fermier de Green Acres, célèbre sitcom américaine des années 60, serait capable d'interpréter un assassin? C'était précisément la magie de Columbo. La série invitait des acteurs figés dans l'imaginaire du public dans des emplois précis et renversait ces images de fond en comble. Albert joua un avocat prospère qui élimine froidement un témoin gênant. Le public était captivé. Eddie Albert était bien plus qu'un acteur. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il participa à la bataille de Tarawa en tant que pilote civil, sauvant personnellement des soldats blessés sous le feu ennemi. Une histoire méconnue, mais qui mériterait un film à part entière. Après la guerre, il fut l'un des premiers militants écologistes dans le milieu artistique, bien avant que cela ne devienne une cause à la mode. En 2026, Eddie Albert appartient déjà depuis longtemps au passé. Il s'est éteint le 26 mai 2005 à Pacific Palisades, en Californie, à l'âge de 99 ans. Une vie de presque un siècle, pleine de dignité, de talent et de facettes inattendues, dont un rôle d'assassin inoubliable dans Columbo. Au numéro 13, nous avons Roddy McDowall dans le rôle de Wayne Sobley. Roddy McDowall est né le 17 septembre 1928 à Londres. Lorsqu'il apparaît dans Columbo dans l'épisode Death Hits the Jackpot en 1971, il a 42 ans. McDowall était l'un des acteurs les plus polyvalents de sa génération. Il débuta enfant, d'abord en Grande-Bretagne, puis à Hollywood. Quelle était verte ma vallée, 1941. Lassie, 1943. Il était déjà une star dans l'enfance. Vinrent ensuite les années difficiles de l'adolescence, quand beaucoup d'anciens enfants acteurs se perdent. McDowall, lui, ne se perdit pas. Il retourna sur les planches, monta à Broadway, se construisit une nouvelle carrière, et dans les années 60 devint le visage principal de la franchise La Planète des Singes, en jouant Cornelius, puis César, dans 4 films de la saga. Dans Columbo, son personnage était un bibliothécaire fragile et nerveux qui assassine un célèbre écrivain pour dissimuler un plagiat. McDowall l'interpréta avec une finesse et une vulnérabilité telles que les spectateurs éprouvèrent presque de la sympathie pour ce méchant. En dehors de son métier d'acteur, McDowall était un photographe passionné qui portraiturait les stars d'Hollywood et un gardien de la mémoire culturelle du cinéma américain. Sa vie personnelle demeura très secrète. Ce n'était que bien des années après sa mort que certaines sources commencèrent à évoquer la possibilité qu'il eût été homosexuel, un fait qu'il n'avait jamais commenté publiquement. Le 3 octobre 1998, Roddy McDowall s'éteignit à Studio City, en Californie, des suites d'un cancer du poumon, à 70 ans. Un enfant acteur qui grandit pour devenir une légende, l'un de ceux dont Hollywood garde un souvenir ému. Au numéro 14, nous avons Gene Barry dans le rôle du docteur Ray Fleming, le tout premier méchant de l'histoire de Columbo. Gene Barry est né le 14 juin 1919 à New York. Lorsqu'il tourne dans le tout premier pilote de Columbo, le téléfilm Prescription Meurtre en 1968, il a 49 ans. Ce n'était pas seulement le début d'un personnage, c'était la naissance d'une légende. Le téléfilm Prescription Meurtre fut la première œuvre dans laquelle Peter Falk incarna Columbo à l'écran. Et c'est précisément face à Gene Barry qu'il fallut prouver que ce détective terne au manteau froissé pouvait être plus intelligent et plus retors que n'importe quel criminel sûr de lui. Barry était le choix idéal. Il incarnait l'élégance froide, la suffisance masculine, le style impeccable.
Dans sa carrière, il était une vedette de la télévision des années 50 et 60, notamment grâce aux séries Bad Masterson et Burke's Law. Avant la télévision, il avait fait ses armes sur Broadway. Barry fit également une apparition dans la suite Prescription, Meurtre 2 en 2003, lors de la dernière saison de Columbo, retrouvant Peter Falk devant les caméras. Un beau retour des choses. Le premier méchant de Columbo revenait pour l'année finale. Le 9 décembre 2009, Gene Barry s'éteignit à Monte Sereno, en Californie, à l'âge de 90 ans. L'homme par qui tout a commencé. Au numéro 15, nous avons Billy Connolly dans le rôle de Findlay Crawford. Billy Connolly était né le 24 novembre 1942 à Glasgow, en Écosse, lorsqu'il apparaît dans Columbo, dans l'épisode Meurtre avec trop de notes. En 2001, il a 58 ans. Ce fut l'un des castings les plus insolites de toute la série. Parce que Connolly n'était pas acteur, mais comique. On ne propose pas habituellement à un humoriste écossais célèbre d'incarner un assassin sophistiqué dans une série policière. Mais c'était justement là que résidait tout l'intérêt. Le réalisateur de l'épisode, Patrick McGoohan, oui, le même, convainquit personnellement Peter Falk de retenir Connolly, et il ne s'en mordit pas les doigts. Connolly joua un chef d'orchestre vaniteux qui assassine un jeune compositeur après avoir découvert que celui-ci connaissait son plagiat. Le rôle exigeait non seulement un talent dramatique, mais aussi une crédibilité musicale. Et Connolly releva le défi. En dehors de Columbo, Connolly est une légende vivante de la comédie britannique. Ses spectacles de stand-up remplissaient des salles immenses dès les années 70. Au cinéma, il reste mémorable dans Mission Impossible, 1996, Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, 2004, et Le Hobbit, 2012, où il jouait le nain Dory. En 2013, Connolly révéla publiquement qu'on lui avait diagnostiqué la maladie de Parkinson. Ce fut un moment d'une honnêteté humaine extraordinaire. Au lieu de dissimuler son diagnostic, il en parla ouvertement. Et ces mots donnèrent de la force à des millions de personnes touchées par la même maladie. Il est depuis lors ambassadeur de la sensibilisation à la maladie de Parkinson. En 2026, Billy Connolly a 83 ans. Il vit en Floride, continue de peindre. Passion découverte sur le tard. Accorde de rares interviews et conserve un sens de l'humour inépuisable. Le méchant de Columbo qui n'a pas vaincu le lieutenant, mais sa propre maladie, et qui le fait avec le sourire. Et pour finir, au numéro 16, nous avons Peter Falk dans le rôle du lieutenant Columbo. Peter Falk est né le 16 septembre 1927 à New York. Lorsqu'il enfila pour la première fois ce manteau froissé et prit un cigare pour le téléfilm Prescription, Meurtre, en 1968, il avait 40 ans. Il était loin d'imaginer que ce personnage deviendrait le sens de toute sa vie. Peter Falk était lui-même un homme plein de contradictions, à l'image de son personnage. À 3 ans, son œil droit lui fut retiré chirurgicalement en raison d'une tumeur maligne. L'œil de verre devint son compagnon pour la vie, et, chose étrange, un outil. Il s'en servait dans ses rapports avec les autres avec un humour inimitable. Un jour, lors d'un match de baseball, quand l'arbitre rendit une décision qu'il jugeait erronée, Falk retira son œil de verre de son orbite, le tendit à l'arbitre et déclara « Je crois que vous en avez plus besoin que moi. » Avant Columbo, Falk avait été 2 fois nommé aux Oscars pour Murder, Inc. 1960 et Pocketful of Miracles 1961. Il collabora avec John Cassavetes dans le cinéma d'auteur et tourna dans Une femme sous influence 1974. En parallèle, en 1971, il fit ses débuts à Broadway dans une pièce de Neil Simon. C'était un acteur à part entière, pas simplement une vedette de télévision. Mais Columbo changea tout. La série fut diffusée sur NBC de 1971 à 1978, puis, après une interruption, sur ABC de 1989 à 2003. Au total, 35 ans, 69 épisodes, 4 Emmy Awards et un Golden Globe. Columbo est devenu le détective le plus reconnaissable de l'histoire de la télévision. Encore une petite chose. Une phrase que le monde entier connaît désormais, ce qui faisait l'unicité de Columbo, l'imperméable, les chaussures, la vieille voiture cabossée, tout cela appartenait en propre à Peter Falk. Il avait acheté le manteau pour 15 $ en 1967, surpris par une averse à New York. Le cigare fut un ajout personnel, une touche qui lui appartenait, et ce détail accidentel, banal,
est devenu un symbole reconnu par des milliards de personnes. La vie personnelle de Falk ne fut pas simple. Son premier mariage avec Alice Mayo dura de 1960 à 1976. Ensemble, ils adoptèrent 2 filles, Catherine et Jackie. En 1977, il se remaria avec Shera Danez et vécut avec elle 34 ans. Dans ces dernières années, le destin frappa Falk avec une cruauté particulière. À la suite d'opérations dentaires en 2007, la maladie d'Alzheimer se développa en lui avec une rapidité effrayante. En 2009, la maladie avait progressé au point que lors d'un procès concernant sa tutelle, un médecin témoigna que Peter Falk ne se souvenait plus d'avoir jamais joué un personnage nommé Columbo. L'acteur qui avait été Columbo ne savait plus qui était Columbo. C'est peut-être l'ironie la plus tragique de toute l'histoire de Columbo. L'homme qui pendant 35 ans incarna à l'écran le détective à la mémoire la plus vive ne pouvait plus, en fin de vie, se souvenir d'aucune de ses affaires. Le 23 juin 2011, Peter Falk s'éteignit paisiblement dans sa maison de Beverly Hills. Il avait 83 ans. Sur sa tombe, une inscription simple « Je ne suis pas ici, je suis à la maison avec Shera ». En 2013, il reçut à titre posthume une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. En 1996, le magazine TV Guide l'avait classé au 21e rang des 50 plus grandes stars de la télévision de tous les temps. Peter Falk n'était pas Columbo, mais Columbo ne pouvait pas exister sans Peter Falk, et il ne le pourra jamais. Voilà le casting légendaire de Columbo. Des hommes et des femmes aux carrières brillantes, au destin brisé, aux retours surprenants et aux sorties discrètes. Certains sont partis tragiquement tôt, d'autres ont vécu jusqu'à 100 ans. Certains ont trouvé dans Columbo un second souffle, d'autres le rôle de leur vie. Mais tous font partie de l'une des plus grandes séries de l'histoire de la télévision. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, nous racontons l'histoire d'acteurs légendaires d'hier et d'aujourd'hui, leur vie, leur trajectoire, leurs secrets. Écrivez en commentaire quel acteur de Columbo vous a le plus surpris et qui aimeriez-vous voir dans le prochain épisode. Souvenez-vous, encore une petite chose. C'est toujours la question la plus importante.